Salut à tous et bienvenue dans Le Monde en carte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile de palme. Cette huile végétale est l'objet de nombreuses interrogations. On lui reproche son impact environnemental ainsi que sa dangerosité pour la santé. C'est parti. Qu'est-ce que l'huile de palme ? L'huile de palme est une huile extraite des fruits du palmier à huile. Cet arbre, originaire de l'Afrique tropicale, est aujourd'hui cultivé dans toutes les zones chaudes et humides de la planète, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. L'huile de palme est riche en acides gras saturés, ce qui la rend solide à matière ambiante et ce qui en fait en réalité plus une graisse qu'une huile. Dans quoi la trouve-t-on ? Cette huile est utilisée principalement dans 3 domaines, l'agroalimentaire, les cosmétiques et les agrocarburants. Elle est présente entre autres dans bon nombre de chips, pâtes à tartiner, lait, mayonnaise, céréales, chocolat, fromage, biscuits en tout genre, savons, parfums et autres crèmes, et donc également dans les agrocarburants. Alors qui produit cette huile ? Qui la consomme ? Et surtout, quels en sont les impacts ? La Malaisie et surtout l'Indonésie sont les 2 plus gros producteurs d'huile de palme. À elles deux, elles représentent en 2016 plus de 85% de la production mondiale, avec plus de 17 millions de tonnes produites par la Malaisie et 34 millions par l'Indonésie. On trouve loin derrière la Thaïlande, qui complète le top 3 avec 2,3 millions de tonnes, puis la Colombie avec un peu plus d'1 million de tonnes. La Malaisie et l'Indonésie sont donc leaders et inondent le marché mondial. Parmi les plus gros importateurs, on retrouve l'Inde en tête, avec plus de 10 millions de tonnes importées, puis l'Union européenne, la Chine ou encore le Pakistan. La production d'huile de palme nécessite de la place, beaucoup de place. En Indonésie et en Malaisie, les palmeraies sont très nombreuses et occupent plusieurs millions d'hectares. Entre 1990 et 2010, plus de 10 millions d'hectares ont été destinés à la production d'huile de palme, et plus de 2/5 de ces plantations ont été plantées sur des zones anciennement recouvertes par des forêts tropicales primaires. Plusieurs ONG environnementales tirent la sonnette d'alarme depuis des années afin de préserver les forêts de ces régions, gardiennes d'une biodiversité exceptionnelle. Pour se rendre compte de l'ampleur de la déforestation, faisons un zoom sur l'île de Bornéo. L'île de Bornéo est partagée entre l'Indonésie au sud, la Malaisie au nord et le sultanat de Brunei, également au nord et enclavé. Cette île connaît un climat chaud et humide, idéal pour la culture du palmier à huile. Voici sur la carte l'étendue de la forêt tropicale en 1973. On peut voir qu'elle s'étend sur une grande partie de l'île, jusqu'aux zones côtières. Et voici maintenant la même carte, en 2015. On voit que la surface occupée par les forêts s'est considérablement réduite, notamment sur les zones proches des côtes. De plus, une partie de la forêt existante aujourd'hui est une forêt soit exploitée par l'homme, soit secondaire, c'est-à-dire replantée et non originelle. Ce type de forêt abrite une diversité moindre, que ce soit en termes de faune ou de flore. Voici à présent les palmeraies existantes en 2016. On voit que bon nombre d'entre elles ont simplement remplacé les zones boisées de la carte de 1973. Et ici, en marron, les zones destinées à la coupe de bois, notamment afin de fabriquer de la pâte à papier. Zoomons encore un peu plus. Voici une image satellite d'une zone située dans l'ouest de l'île, datant de 2004. On y voit des zones boisées, mais également une petite zone déjà utilisée pour la culture du palmier à huile. En avançant un peu dans le temps, on se rend compte du déboisement et de l'étalement des zones destinées à la culture. Et ce phénomène est perceptible sur une grande partie de l'île de Bornéo. Une étude publiée en 2014 donne quelques précisions sur la déforestation de l'île. Entre 1973 et aujourd'hui, la forêt primaire aurait régressé de 30%, passant de 560 000 km² à 390 000, soit une perte de 170 000 km², dont la moitié a été coupée seulement entre 2005 et 2014. Le rythme s'est donc considérablement accentué ces dernières années. Il faut savoir qu'une palmeraie qui vient d'être plantée ne donnera des fruits qu'à partir de sa 4e année. Il est donc plus intéressant financièrement pour les entreprises exploitantes de déboiser une zone avant d'y planter leur palmier. Ce déboisement permet, en vendant le bois coupé, de financer l'installation de la palmeraie et de ses 4 premières années sans récolte. Il faut noter également que certaines entreprises ne s'embêtent même pas à planter des palmiers. Sous prétexte de créer une palmeraie, elles obtiennent des permis de déboisement dans une région et vendent le bois coupé, puis changent simplement de région pour faire la même chose ailleurs, et ainsi de suite. Des actions ont alors été entreprises depuis une quinzaine d'années pour essayer de limiter la déforestation galopante. En 2004 est créée la RSPO, la Roundtable on Sustainable Palm Oil.
Cette organisation non gouvernementale a pour but de rassembler les différents acteurs du secteur de l'huile de palme afin de s'orienter vers une production plus durable. Elle regroupe aujourd'hui plus de 3000 membres, qu'ils soient producteurs, transformateurs, négociants, ONG, banques ou autres. Voici sur la carte les plantations certifiées, toujours sur l'île de Bornéo. On estime qu'en 2018, 19% de l'huile de palme produite sera certifiée RSPO. Cette certification est censée garantir la traçabilité de l'huile et imposer des normes de production afin de limiter, entre autres, l'impact environnemental. Pourtant, lorsque l'on y regarde de plus près, on se rend compte que les choses sont un peu plus opaques que cela. En effet, la RSPO n'interdit pas par exemple la déforestation des forêts secondaires, c'est-à-dire replantées, et on a vu tout à l'heure qu'une partie des forêts de l'île sont des forêts secondaires. La RSPO n'interdit pas non plus la destruction des tourbières, zones humides dont les sols sont fortement constitués de matières organiques et qui sont de véritables puits de carbone. Elle est de plus assez laxiste lorsqu'il s'agit de sanctionner ses membres utilisant les feux de forêt pour déboiser, pratique assez courante. On appelle cela la culture sur brûlis. Ces feux de forêt émettent des quantités de carbone astronomiques dans l'atmosphère. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, Singapour connaît une augmentation des maladies respiratoires dues à la pollution engendrée par ces feux déclenchés à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres de là. Sur cette photo satellite prise par la NASA en 2015, on distingue très nettement les départs de feu et les traînées de fumée sur les îles de Sumatra et de Bornéo. Enfin, la traçabilité de l'huile de palme n'est pas si évidente. Bien souvent, de l'huile certifiée RSPO se trouve mélangée à de l'huile non certifiée. Prenons quelques exemples. Dans le premier cas, vous avez une forêt secondaire ou une tourbière qui est déboisée. À la place est créée une palmeraie. Dans l'huilerie de la plantation est confectionnée l'huile qui sera revendue et certifiée RSPO. Même si l'on peut critiquer les normes RSPO, jusqu'ici on ne peut contester cette certification. Le problème, c'est que bien souvent les huileries utilisent également des fruits venant de palmeraies non certifiées. Dans notre deuxième cas donc, nous avons une huilerie certifiée qui produit admettons 50 tonnes d'huile, mais qui en produit 50 autres à partir de fruits achetés à une palmeraie non certifiée. Elle va donc vendre 100 tonnes qu'elle déclarera comme respectant les normes RSPO. Les acheteurs de cette huile, par exemple les fabricants alimentaires, vont donc pouvoir indiquer que leur produit soutient l'huile de palme durable et certifiée RSPO. Mais les choses vont encore plus loin. Les producteurs certifiés ont accès à ce que l'on appelle des certificats Green Palm. Pour chaque tonne d'huile certifiée produite, un certificat est obtenu, et ces certificats sont vendus en ligne par les producteurs. Avec ces certificats, les acheteurs, reprenons l'exemple des fabricants alimentaires, peuvent donc également indiquer sur leurs produits « Soutient l'huile de palme durable et certifiée RSPO ». Ce système accentue l'opacité des échanges et rend encore plus difficile la traçabilité de l'huile de palme. De nombreuses autres critiques pourraient être évoquées sur les plantations RSPO. Par exemple, l'utilisation par certaines entreprises de pesticides dangereux, notamment le gramoxone. Ce produit est depuis 2007 interdit en Europe. Il provoque notamment, pour les ouvriers qui le pulvérisent, des lésions oculaires et cutanées, une infection des voies respiratoires ou encore des lésions cérébrales. Les conditions des ouvriers agricoles dans les palmeraies sont d'ailleurs largement critiquées, et cela également pour les plantations certifiées. Mais malgré ce que je vous raconte depuis le début de cette vidéo, la situation n'est pourtant pas désespérée. En 2013, parmi les membres de la RSPO, certains qui estimaient que ces critères et principes n'étaient pas assez innovants, ont pris l'initiative de créer le Palm Oil Innovation Group. Ce groupe a pour objectif de supporter l'innovation dans le secteur de l'huile de palme et souhaite sensibiliser les autres membres de la RSPO aux sujets environnementaux et sociaux. Ce groupe compte aujourd'hui 17 membres, parmi eux des ONG comme le WWF ou Greenpeace, mais également quelques acteurs du secteur et des fabricants alimentaires. Je ne peux pas vous certifier que tous les membres de ce groupe pratiquent une culture du palmier à huile irréprochable, mais ce type d'initiative est primordial si l'on souhaite préserver la biodiversité de ces régions. Le problème est qu'elle reste encore dépendante de la bonne volonté des acteurs du secteur. Et en attendant, la déforestation se poursuit. Quelques grands mammifères en sont le symbole. L'orang-outan, dont la population s'est réduite de 50% ces 40 dernières années, ces animaux vivent sur les basses terres où les palmeraies fleurissent, le tigre de Sumatra, dont il resterait moins de 500 individus à l'état sauvage. Outre les menaces habituelles, ce prédateur est victime de la réduction du nombre de ses proies naturelles, due notamment à la pression humaine, et deux sous-espèces de rhinocéros, les rhinocéros de Sumatra et de Java, dont on estime le total des deux populations à un peu moins de 300 individus. En plus du braconnage, ces espèces sont victimes de la perte de leur habitat naturel. L'isolement de certains groupes entraîne des problèmes de consanguinité qui peuvent impacter la fertilité. De plus, ces espèces se reproduisent lentement.
Une femelle orang-outan, par exemple, donne en moyenne naissance à un petit tous les 6 à 8 ans, et atteint sa maturité sexuelle entre 10 et 15 ans. Elles sont donc très sensibles aux moindres changements dans leur cycle de reproduction. En Indonésie et en Malaisie, la situation est donc plus qu'urgente. Ces deux États doivent trouver l'équilibre entre développement économique et préservation de leur environnement. Mais ils doivent pour cela être soutenus activement. Car comment donner ce genre de leçons lorsque les pays occidentaux ont de leur côté éradiqué en grande partie leur biodiversité ? N'oublions pas qu'il ne reste plus qu'une seule forêt considérée comme primaire en Europe, de moins de 150 000 hectares. C'est à peine 0,2% de la superficie de Bornéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus sur le problème de l'huile de palme. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, jetez un œil à l'arrière des paquets et cherchez huile de palme ou huile végétale. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, car d'autres vidéos vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus légers. Salut!